Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, au CEREMA, je m'occupe de la fabrique d'innovation urbaine avec le numérique. Et donc, je vais vous parler de jumeaux numériques, mais cette fois-ci plutôt au niveau européen. Alors, je teste la petite impeccable. Ça marche. Donc, il y a une étude qui a été conduite et qui a été actualisée, qui est actualisée régulièrement, mais sa dernière actualisation date de juillet 2024. Et donc, elle recense 135 jumeaux au niveau européen. Et la définition est en fait assez large, parce qu'elle englobe à la fois les jumeaux dont on vient de parler beaucoup, au niveau de Mind 2050, les jumeaux territoriaux avec une entrée la plupart du temps en termes de visualisation 3D, mais elle peut aussi recouvrir des jumeaux qui viennent du monde de l'IoT ou même des jumeaux thématiques, par exemple un jumeau sur la mobilité ou un jumeau sur le patrimoine. Donc l'idée c'est que cet état des lieux avait vocation à déjà avoir un panel pour analyser des tendances et les freins aussi à leur déploiement, afin de voir quelles actions pouvaient être mises en œuvre pour structurer un écosystème européen des jumeaux, public-privé donc, afin qu'on puisse mieux veiller aux impacts du changement climatique, mieux veiller à l'impact de nos politiques publiques sur le territoire et potentiellement les orienter en fonction de ce que l'on peut justement analyser avec des visualisations, des chiffres, au-delà du ressenti de l'usage qu'on a de nos territoires au quotidien. Donc un premier extrait, je vous inviterai évidemment à la consulter, elle sera beaucoup plus riche que ce que je vous en dirai, mais un premier extrait déjà pour représenter comment finalement les pays s'approprient cette thématique de jumeaux numériques. Et donc on voit que les pays les plus enclins à réfléchir et à lancer des plans d'envergure pour favoriser le déploiement de ces jumeaux sont aujourd'hui l'Allemagne, par exemple, c'est la note de couleur la plus forte, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique, l'Estonie aussi. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, vous voyez déjà apparaître sur la carte des tendances. C'est rapporté au nombre d'habitants, bien sûr, cette colorisation. Ensuite, on n'est pas si avancé que ça. Donc, pour rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure, il y a le coup d'après, mais déjà aujourd'hui, c'est finalement comment on s'approprie ces sujets. Et on se rend compte sur cette carte que... en fait, les jumeaux qui font du prédictif, qui essaient de se projeter un peu dans le futur, c'est pas la majorité, parce qu'on a les petits points roses qui sont des jumeaux en cours de création, et puis on a les petits points violets qui sont des jumeaux qui vont plus loin que de la description. Et au milieu, bien, les petits points violets qui sont déployés, mais qui n'ont pas nécessairement intégré tous les aspects IA, justement, pour simuler. Donc on a encore, sur 27 pays que compte la Commission européenne, 25 qui se sont donc appropriés cette question des jumeaux numériques, mais à des stades très différents. Si on continue sur les tendances, donc on a une typologie de territoire majoritairement urbain, même si on peut avoir, par exemple, la région des Flandres qui a déployé un jumeau, ou parfois des territoires ruraux, comme en Suède. Mais globalement, ce sont des territoires urbains qui déploient ce type d'infrastructure. Et notamment des catégories de villes entre 100 et 200 000 habitants, ou un peu plus gros. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que déjà ça demande des moyens, ça demande des compétences et ça demande aussi de réfléchir à ce qu'on veut vraiment mettre dans le jumeau, parce que tout mettre, c'est pas non plus la panacée. Il y a une réflexion à optimiser l'information qu'on veut utiliser
et tout mettre, finalement, des fois, ça brouille l'analyse. Je prends un exemple. Par exemple, le quartier de Paris-La Défense, ils ont des tas de manières de gérer leurs problématiques de sécurité, et notamment un hyperviseur. Et ils sont en train de réaliser un jumeau numérique du quartier, mais ils se sont rendus compte que certains usages n'étaient pas du tout appropriés. Parce que comme c'est un quartier qui a plusieurs niveaux de bâtiments enchevêtrés, eh bien, certaines interventions, le jumeau pouvait générer de la complexité plutôt qu'une alerte avec un point précis, on va dire de manière plus standard. Donc il y a une vraie réflexion sur pourquoi on déploie un jumeau, quel est vraiment l'objectif. Et c'est vrai que les très grosses métropoles font face à une complexité plus forte que potentiellement des territoires plus petits. Et après, quand on descend vraiment en termes de niveau d'habitants, en dessous de 50 000 habitants, ça devient compliqué parce qu'on manque de compétences. Alors, un exemple de trajectoire qui se retrouve assez souvent, c'est pour ça que je l'ai extrait de cette enquête, c'est la trajectoire de Rotterdam. Donc au départ, on part d'une idée, on a une problématique, souvent un cas d'usage, et de cette problématique, on commence à réfléchir à comment on va la traiter, et puis on en fait un POC, et puis si c'est assez parlant, eh bien on va plus loin, jusqu'à potentiellement un jumeau qui pourrait partager de l'information au grand public, un jumeau qui permettrait de se repérer dans l'espace, mais cela n'est encore qu'une étape avant d'aller encore plus loin et de pouvoir potentiellement l'utiliser pour alimenter une vision de la politique publique sur le territoire. Donc les principaux résultats de l'analyse. Donc l'analyse, en fait, aujourd'hui, c'est que déjà, peu de projets sont vraiment analysés. Ce qu'on appelle faire une analyse coût-bénéfice globale de l'avantage d'avoir déployé un jumeau ou un ensemble de jumeaux thématiques, c'est peu opérationnel aujourd'hui. Souvent, bien, sans subvention européenne, il n'y a pas vraiment de projet de jumeaux qui démarre, sauf à être fortement financé par les régions ou les métropoles. Globalement, c'est des fonds publics qui font émerger ces jumeaux et très très peu de fonds privés, quelques pourcents seulement. Le retour sur investissement, en fait, il ne peut se calculer que par les cas d'usage. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que c'est par les cas d'usage qu'on peut mesurer un impact. Par exemple, il y a des jumeaux qui existent pour améliorer la gestion énergétique dans les bâtiments ou pour améliorer la circulation. Et c'est donc ces cas-là qu'on peut mesurer plutôt que tout ce qu'on a mis en place pour déployer le jumeau plus transversal qui accueille tous les cas d'usage. Et ensuite, il y a une autre limite qui avait été identifiée, c'est que finalement, chacun redémarre, chaque territoire redémarre. Bien sûr, on partage des retours d'expérience, et on a vu tout à l'heure, avec l'initiative de Mind, l'objectif c'est de les partager encore plus, parce que sans partager ces retours d'expérience, il y a une perte de temps et une perte d'argent conséquente pour redémarrer à chaque fois les jumeaux. Donc aujourd'hui, les points forts, c'est que les villes s'investissent, réfléchissent et se posent la question de comment améliorer leur adaptation au changement climatique avec ces jumeaux. Mais il y a quand même une difficulté d'accès à la donnée qui est remontée dans cette étude, une difficulté d'usage des mêmes standards, en termes de menaces, le fait que l'écosystème privé est très très fragmenté, très concurrentiel sur le sujet. Et enfin, la réussite potentielle des jumeaux, surtout leur interconnexion, puisque c'est aussi l'enjeu, il y a des jumeaux à toutes les échelles, et leur interconnexion est un enjeu majeur, c'est vraiment qu'on arrive à normaliser tout cela. D'où le fait que la Commission européenne, à l'issue de ce benchmark, et dans le cadre de sa politique digitale, a souhaité donc créer un EDIC,
l'EDIC qui aujourd'hui porte le nom LDT Cityverse, qui veut dire Local Digital Twin et immersion potentielle dans ces digital twin pour les citoyens, notamment pour, par exemple, l'aménagement d'un quartier. Mais alors, initialement, il y a déjà beaucoup d'initiatives au niveau européen. Je vais en citer quelques-unes, j'ai fait une petite représentation là. L'EDIC, en fait, il a vocation à fédérer, à reprendre tout ce que la Commission européenne avait déjà lancé par ailleurs. Donc, par exemple, les Vininulu, qui est un réseau de villes qui partagent justement des retours d'expérience et qui met à disposition de toutes les villes d'Europe un certain nombre de ressources sur le sujet, mais aussi les travaux qui sont en cours et qui sont faits par l'association sur les data space et notamment le projet Simple pour interfacer à la fois les jumeaux numériques et les espaces de données, où là il n'y a pas de visualisation mais plutôt de la transaction de données, mais aussi faire le lien avec les projets qui sont en cours les projets pilotes qui sont en cours de déploiement dans toute l'Europe, qui s'appellent sites comme AI, et donc là c'est plutôt l'enrichissement des visualisations, des analyses avec l'intelligence artificielle. Et enfin, cette EDIC devra récupérer les travaux actuels d'un consortium qui s'appelle EULDT Toolbox, qui vise justement à avoir un panel de logiciels, de la documentation associée, de la formation associée, pour pouvoir déployer facilement des jumeaux avec des composants totalement open source qu'une collectivité peut reprendre ou qu'un prestataire peut reprendre et déployer à sa guise. Donc comment s'est fait cette EDIC? En fait, ça a été une réflexion, comme l'a dit tout à l'heure Valérie Nouvelle, entre 7 pays au départ. Et donc il y a une première version de statut qui a été créée. Et aujourd'hui, en fait, il y a 14 pays on est 14 pays à l'avoir rejoint. L'objectif, c'est vraiment d'agir sur 2 aspects. Favoriser le déploiement de jumeaux pour les territoires qui souhaitent le faire, mais aussi les interconnecter. Et donc, les premiers financements de la Commission européenne sont arrivés, les premiers travaux vont démarrer au mois de juin, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, vraiment, les objectifs, c'est déjà d'étendre, puisque ça couvre toute l'Europe, que tous les pays d'Europe deviennent membres de cette EDIC, pour créer une infrastructure souveraine au niveau européen qui interconnectera tous les projets de jumeaux, qu'ils soient à un niveau national ou à un niveau territorial comme les villes ou les regroupements de villes. L'objectif, c'est vraiment que cette EDIC diffuse toutes les ressources au niveau interopérabilité, au niveau juridique, au niveau méthodologique, pour que ça facilite le déploiement dans toute l'Europe. Et fédère aussi, labellise un écosystème d'entreprises, parce que sans entreprise, on n'y arrivera jamais. Donc les premières actions, et comme aujourd'hui c'est le démarrage, il est important de prendre la température et d'interroger les territoires. De quoi finalement les territoires aujourd'hui ont-ils besoin? Au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pas nécessairement toutes les données ouvertes, pas nécessairement une bonne connaissance des standards, elles ont certainement besoin d'autre chose, de mettre en commun notamment des cas d'usage. Parce que, vous l'avez vu depuis le début de notre rencontre, quand une ville, par exemple, gère une problématique de mobilité, d'amélioration de la mobilité sur son territoire, ou gère une problématique d'amélioration de la gestion de ses déchets, en fait, ce qu'elle produit, la façon dont elle décrit son métier, dont un éditeur répond à sa demande, tout cela n'est pas partagé. Et ça fait partie des problèmes que l'on identifie. Donc cette EDIC, potentiellement, pourrait être aussi une espèce de banque de cas d'usage prête à l'emploi. Mais tout cela va s'affiner grâce au lancement d'une enquête que du coup je mettrai à votre disposition, bien sûr, pour que vous puissiez y répondre. Elle est destinée en premier lieu aux collectivités, mais il y aura aussi des entretiens et des ateliers organisés aussi avec les entreprises pour que des deux côtés de l'écosystème,
on puisse recueillir les besoins et adapter justement ce que va faire cet EDIC dans les années à venir. Donc, le pourquoi il est financé aujourd'hui par l'Europe, c'est pour qu'il puisse donc définir quel pourrait être son catalogue de services, quel modèle économique sur la durée, est-ce qu'il est financé à 50%, donc il va falloir trouver le reste. Et l'objectif, c'est pas du tout qu'il se substitue aux entreprises privées, c'est surtout pas ça. C'est au contraire qu'il facilite leur travail et qu'il facilite, au-delà de l'échange d'expérience, la création de communs pour tous les territoires en Europe. Je vais faire un petit focus sur cette fameuse boîte à outils concernant les jumeaux numériques. Et il y a plusieurs étapes dans la création d'un jumeau. Et au départ, il y a des étapes, on va dire, basiques, techniques. Et donc, il faut toujours des personnes pour le faire, même si on peut automatiser plein de choses. On importe, on définit, on importe des données, on les transforme potentiellement, on les relie entre elles et on définit ce qu'on veut avoir comme indicateur, comme visualisation. Bref, tout ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, on va plus loin. On peut simuler des phénomènes, on peut faire des scénarios pour aider à la décision. Et donc là, on a toute une problématique d'intégration de technologies un peu plus complexes et donc d'avoir une bonne idée du modèle du métier. Mais enfin, il y a aussi la possibilité de faire participer ou des partenaires ou des habitants pour justement améliorer le modèle, donner son avis sur les scénarios, et ainsi de suite. Et donc cette boîte à outils, elle va être faite pour répondre à ces trois enjeux et pour s'interconnecter avec d'autres types d'espaces que sont les data spaces thématiques plutôt. Donc sa première version est en cours de développement. Elle sera testée sur les premiers territoires à la fin de l'année pour ensuite être disponible pour tous les intégrateurs qui voudront la réutiliser et tous les territoires à partir de juin 2026. Donc, chaque pays membre de l'EDIC, comme je vous ai montré tout à l'heure la carte, doit aussi définir dans son propre pays comment finalement on va s'organiser pour à la fois bénéficier et diffuser les travaux qui vont se passer au sein de l'EDIC et aussi les alimenter en demande, en proposition, voire en contenu. Et donc, pour amorcer cette réflexion, on a été financé par la Banque des territoires et on a commencé une réflexion avec les entreprises, puisque aujourd'hui, au sein de l'EDIC, c'est les États qui sont représentés. C'est ouvert aux collectivités, mais pas encore aux entreprises, et ça ne le sera peut-être pas, mais justement, de l'intérêt de faire des groupes miroirs où ils puissent prendre part à la réflexion et contribuer. Et donc, les premiers travaux, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un fort besoin de méthodologie, les premiers travaux qui sont faits dans ce groupe, c'est un peu de dire comment, pas à pas, on peut déployer un jumeau en prenant en compte les questions de gouvernance, les questions juridiques et les questions techniques. Et c'est ce côté, on va dire, c'est ça qui rend la chose complexe, c'est cette approche en fait systémique de comment on peut déployer un jumeau. Donc aujourd'hui, les travaux sont en cours, ils sont ouverts maintenant. On a commencé par un petit noyau parce qu'il fallait le temps que l'EDIC démarre, que lui-même trace sa première feuille de route pour obtenir des financements, mais désormais c'est ouvert. Et on travaille aussi à identifier les solutions pour tel besoin, telle solution. Donc c'est très bien puisque, évidemment, le CEREMA est membre aussi du groupe Mind, et donc forcément les travaux à un moment donné se rejoignent puisqu'il y a des acteurs qui sont dans les groupes en même temps. Il y a aussi des acteurs différents. Là, les premiers acteurs viennent plus du monde des télécommunications, ce qui enrichit le panel d'avis et d'expertise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans cette enquête que je vous ai présentée au niveau européen, vous trouverez aussi tout un tas de recommandations sur les standards. Vous trouverez aussi des recommandations sur
harmonisation de la réglementation au niveau européen, donc à savoir le Data Act, l'IA Act, dans quelles circonstances on les utilise, avec des retours d'expérience des différentes villes. Il y a certains focus qui ont été faits, puisqu'il y a 135 villes qui ont été auditionnées et qui, pour certaines, ont fait l'objet d'une description plus avancée de leur projet, comme Rotterdam, par exemple, que je vous ai présenté. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit exposé rapide de ce qui se passe au niveau européen. Et maintenant, je suis à l'écoute de vos questions. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Je me présente, François Loos, président fondateur de Norme 3D. On fait des logiciels de traitement de données 3D IA, notamment pour faire de contrôle-qualité de maquettes numériques, par exemple. Alors, j'ai entendu qu'il y a ça regroupe différents projets de différentes villes, pays. Et à un moment donné, vous avez parlé d'interconnexion entre les différents projets. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? En fait, les prochains appels à projets qui vont sortir au niveau de la commission, et donc il y en a un qui devrait sortir déjà à l'automne, visent à trois types d'interconnexion. Ou l'interconnexion plateforme elle-même, c'est-à-dire en gros, quand on a besoin de partager des données entre territoires, en temps réel, je parle des données actualisées, comment est-ce qu'on se branche l'un avec l'autre? Comment est-ce que finalement on n'est pas parti nécessairement des mêmes standards? Comment est-ce qu'on finalement on arrive à converger? Ça c'est un premier axe qui va du coup permettre de sélectionner des territoires qui auront une problématique commune et qui souhaiteront faire communiquer déjà leur plateforme de données déjà déployée. Ensuite, un autre axe, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un cas d'usage par exemple autour de la mobilité, enfin peu importe lequel. C'est finalement pourquoi le faire chacun dans son coin, pourquoi ne pas le faire à plusieurs, puisque finalement on traite les mêmes problèmes. Et bien sûr, il peut y avoir des petites nuances métiers et des nuances réglementaires d'un pays à l'autre, mais globalement on traite le même. Donc l'objectif, c'est que plusieurs territoires traitent ensemble d'une même problématique pour que justement ce cas d'usage type avec les données qu'il faut pour le traiter, le modèle de données liées, les indicateurs qui en ressortent, soit conservés comme un cas d'usage, on va dire, prêt à l'emploi et réutilisable ailleurs dans d'autres villes. Et enfin, le troisième axe, c'est le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle dans des services déjà existants et voir si ça a une réelle valeur ajoutée, toujours dans la même idée, de capitaliser et que ce soit réutilisable par d'autres territoires, qui n'est pas à le refaire. Donc c'est ce type d'interconnexion. Maintenant, dans le cadre de l'EDIC, il y a aussi le fait de se dire, est-ce qu'on va réussir, et c'est le souhait de la Commission européenne, d'aller jusqu'à une interconnexion permanente, c'est-à-dire de créer une infrastructure, un peu comme il y a en Estonie, où toutes les bases de données, finalement, sont reliées. C'est l'ambition in fine de pouvoir se relier, mais pas nécessairement par une infrastructure physique en tant que telle, mais plus par des protocoles d'échange, d'interconnexion. Et bien, potentiellement, ça pourrait devenir une infrastructure physique à terme. Autre question? Intervention, commentaire? Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.